Les boulots de merde, c'est pas vraiment une catégorie scientifique, objectivable, c'est plus un fil rouge que l'on a utilisé pour qualifier, tout d'abord des métiers où l'on met sa vie et son intégrité physique en jeu. Le summum du boulot de merde, c'est quand même celui qui risque de vous prendre la vie. Ça, c'est quand même, sur les chantiers, dans les usines et dans certaines usines où véritablement on perd sa santé au travail. Ça, c'est vraiment une première catégorie de boulot de merde. Ce qu'on a identifié un petit peu dans notre ouvrage avec Olivier Siran, c'est 3 catégories de boulot de merde. Le premier, c'est les boulots extrêmement serviles qui n'existent que par l'explosion des inégalités. C'est-à-dire, par exemple, le cireur de chaussures, c'est une activité qui revient en France, sous la dénomination économie sociale et solidaire d'ailleurs, c'est assez intéressant. La deuxième catégorie, ça serait les métiers utiles, mais devenus merdiques du fait, eh bien, par exemple, de l'austérité ou de l'invasion des logiques managériales privées, hein, qui font que des métiers particulièrement utiles, comme enseignants, infirmières, eh bien, deviennent de véritables fardeaux pour ceux qui exercent ces métiers. La troisième catégorie des boulots de merde, ce sont les métiers nuisibles, néfastes, voire même parasites. Les métiers qui, par exemple, consistent à priver la collectivité du fruit de l'impôt. Tous ces conseillers de gestion en patrimoine, ces spécialistes en défiscalisation qui permettent aux grandes fortunes ou aux grands groupes capitalistes, eh bien d'aller cacher leurs profits dans des paradis fiscaux avec l'aide de toute une ingénierie de gens formés pour ça et dont l'unique objectif est effectivement d'accroître les inégalités. Voilà un petit peu la division qu'on a opérée de façon subjective. Ce qui a changé, à notre sens, c'est d'ailleurs la réflexion d'un des livreurs auto-entrepreneurs de Deliveroo qui nous explique ça. Il dit: «Je bossais à McDo avant». McDo, c'est vraiment l'incarnation du boulot de merde, pour la plupart des gens. Et il nous expliquait, il y a eu une sacrée régression en 20 ans dans les boulots de merde, puisque quand on travaille à McDonald's, certes, on a des cadences, on a des objectifs de productivité, on a un management qui n'est pas toujours sympathique, mais on bénéficie quand même d'un cadre social qui permet, par exemple, de cotiser en cas de maladie, de cotiser en cas de retraite. Aujourd'hui, le modèle des nouveaux boulots de merde, au sens de l'ubérisation des métiers, eh bien, ce sont des métiers où tout le monde est en roue libre et en fait, on n'a plus aucune protection sociale et on devient des petits patrons, des auto-entrepreneurs de nous-mêmes. Et ça, il me semble que il n'y a pas il y a rien pour incarner autant une société de travail sans filet. Voilà, c'est un petit peu ça qui fait qu'il y a eu quand même il y a eu du grignotage. Le patronat a grignoté petit à petit jusqu'à nous transformer en petits patrons. À la création de la CGT à la fin du 19e siècle, et Émile Pouget a eu cette phrase, il disait tant que nous ne nous serons pas débarrassés des patrons, cette charognerie, nous serons malheureux comme les pierres du chemin. Et c'est très intéressant de voir qu'en un siècle, le combat aujourd'hui, eh bien le combat semble être de tout faire, par exemple, pour reconnaître la subordination, qui paraît comme un progrès par rapport à ces nouvelles formes de travail, où on est effectivement sans filet. Et donc c'est assez intéressant d'observer cette longue histoire des luttes sociales qui passe d'abord par une opposition frontale au patronat, lequel a trouvé le moyen, eh bien, de nous embobiner dans cette grande masse de gens qui s'auto-exploitent. C'est d'ailleurs la phrase du créateur, du concepteur du statut d'auto-entrepreneur en France, Hervé Novelli, qui disait le statut d'auto-entrepreneur, c'est formidable, il n'y a plus de lutte des classes. Marx doit se retourner dans sa tombe. Il avait eu cette expression. Et je trouve que ça symbolise bien notre époque moderne. En France, par exemple, ce sont plus de 25% de la population active qui est encore ouvrière. C'est effectivement, comme vous dites, totalement invisibilisé, puisque évidemment on est dans un système de libre-échange qui fait, entre autres, que bon nombre de ces usines sont en train d'être délocalisées dans des pays à bas coût, où nous sommes tous mis en concurrence les uns avec les autres. Et il me semble pas du tout que ça soit la disparition d'une classe ouvrière, c'est au contraire une régénération de cette classe prolétaire, au sens de, quand on dit le mot précaire,
c'est un synonyme du mot prolétaire, c'est-à-dire la personne qui vit au jour le jour, qui propose sa force de travail quasiment devant les usines, qui, comme à la fin du 19e siècle, où on avait un marchandage de sa propre force de travail. Et il me semble que ce qu'on appelle le précariat, c'est tout à fait similaire à ce qu'on appelait à la fin du 19e siècle le prolétariat. Donc il me semble que la focale syndicale collective doit être remise sur le fait que énormément de gens ont les mêmes intérêts à défendre et que, par exemple, dans le cas d'Uber, c'est pas du tout une société sans patron. La société Uber a un patron, il s'appelle Travelnik, je crois. Monsieur Travelnik, et d'ailleurs, il y a quelque temps, il a pris un Uber à San Francisco, et le chauffeur lui a dit à cause de vous, je me suis endetté de plusieurs centaines de milliers de dollars, j'ai dû acheter mon outil de travail, et d'une année à l'autre, vous avez diminué par 2 le prix de la course. Donc, à cause de vous, vous nous avez mis dans une situation absolument terrible. Et monsieur le PDG d'Uber lui a répondu, mais ça commence à me fatiguer les gens comme vous qui arrêtent pas d'accuser les autres pour leur propre merde. Il a eu ces mots comme ça, d'ailleurs il a été filmé, il s'est excusé après bien sûr, il fallait montrer que les mots lui avaient échappé, mais en effet il y a ça au fond de ce nouveau patronat qui est on se démerde tous, quoi, chacun pour sa tronche. Voilà, c'est vraiment. Et donc la classe ouvrière, la classe prolétaire, celle des services, celle de Uber, mais également toujours celle des usines et du travail des secteurs primaires, secondaires et tertiaires, eh bien, c'est les mêmes exigences qu'à la création des syndicats. Je pense qu'il faut prendre conscience que ils ont les mêmes intérêts à défendre et les mêmes adversaires aussi. Les travailleurs sont toujours considérés comme une classe dangereuse. Et petit à petit, ils ont été évincés du tableau du paysage médiatique pour plusieurs raisons qui ont aussi trait aux modifications des conditions de travail journalistiques aussi, puisque les journalistes sont de plus en plus précaires, pigistes, indépendants, auto-entrepreneurs également. Et effectivement, il n'y a plus de temps, par exemple, pour pratiquer ce que nous, on essaye de faire dans ce livre, qui est de l'enquête sociale. Comment vivent les gens? Quel est le visage de cette idéologie du plein emploi? Comment les gens le vivent dans leur chair chaque jour? Et effectivement, l'invisibilisation des ouvriers au profit d'autres catégories socio-professionnelles, comme le monde artistique, par exemple, qui a une surexposition médiatique, procède de cette tentative effectivement d'invisibiliser et surtout d'enlever les armes en fait de ceux qui sont dans des métiers où la lutte des classes est permanente. Et donc ça effectivement ça a évidemment un lien avec qui possède les médias, hein. À partir du moment où 95% des médias sont la propriété d'une petite dizaine de milliardaires qui ont comme raison sociale de vendre du béton, qui des armes, qui des forfaits téléphoniques, évidemment, l'information et la qualité de l'information n'est plus leur priorité. Olivier et moi, on a souvent l'habitude de dire que nous ne sommes pas des appellistes, donc nous n'appelons à rien. Sauf que, évidemment, on peut pas s'arrêter là. Nous, on espère que des syndicalistes, des chercheurs, les gens qui font la vitalité de ces démocraties s'emparent, par exemple, de cette question de l'utilité sociale pour essayer d'enrayer cette logique qui consiste à faire en sorte que les métiers les plus utiles sont les moins valorisés et les métiers les plus inutiles sont les plus valorisés socialement et aussi financièrement. Donc ça c'est un secret espoir que nous avons, Olivier et moi. Mais évidemment, le monde du travail, les travailleurs ont toujours une grande palette d'actions pour faire valoir leurs droits. Ça va du sabotage à la séquestration, à la grève, aux techniques de résistance collective. Et il faut essayer effectivement de faire en sorte que la peur change de camp, parce que la peur est du côté de ceux qui créent la valeur aujourd'hui. Et évidemment, aujourd'hui, on a un patron qui est devenu président de la République, un banquier d'affaires qui nous explique que les entrepreneurs ont la vie beaucoup plus dure que les ouvriers. Et ça, il assume cette façon de voir le monde, et donc ça nous renseigne tout à fait sur ce qui est en train de se tramer en termes de production de la richesse et aussi de partage du travail, parce qu'il y a aussi évidemment il y a
Il y a des processus de réduction du temps de travail qui doivent se... Il faut partager le travail tel qu'il existe. Il n'y a pas du tout une disparition du travail ou une raréfaction du travail. Il y a toujours énormément de travail, sauf qu'il faut le partager et diminuer le fardeau de ceux qui portent tout sur leurs épaules. Et par ailleurs, les gens qui font les métiers les plus pénibles, ce sont toujours les mêmes. Ce sont les catégories, eh bien, ce sont les immigrés, ce sont les pauvres, il devrait y avoir aussi un système de rotation de ces métiers qui sont les plus pénibles. Voilà, tout ça pour dire que nous, on pense que le moyen de se sortir de ça, c'est la lutte collective. Ça restera toujours la lutte collective contre l'individualisation de nos situations.